au moment où l'eau potable continue d'être utilisée dans d'autres villes pour l'arrosage des espaces verts et de certains projets touristiques, sans omettre les formes de consommation non soutenables appliquées dans l'agriculture. La qualité de ces eaux est aussi menacée par la pollution industrielle et par celle provoquée par le traitement de cultures agricoles. De plus, le potentiel en matière d'efficacité hydrique n'est que très faiblement exploité. Le Conseil, à ce titre, a publié en septembre dernier ce qu'on appelle une alerte du Conseil pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'urgence de la situation vis-à-vis de la surexploitation des ressources hydriques. Par ailleurs, l'urbanisation non maîtrisée, conjuguée à la spéculation foncière autour des villes, se traduit non seulement par un changement de vocation de terres naturellement destinées à l'agriculture, mais aussi par la création de déséquilibres dus à la fragilisation des sols, des écosystèmes et du littoral, et à la pollution de l'air, des sols et des eaux. Enfin, bien que la superficie forestière nationale ait augmenté en proportion de la surface totale du pays de 11,2% en 2000 à 12,7% en 2010, elle a connu depuis une quasi-stagnation pour s'établir à 12,6% en 2016. Le surpâturage, la surexploitation du bois et la déforestation de certaines zones forestières à renouvellement extrêmement lent fragilisent le patrimoine forestier, les écosystèmes, la biodiversité, les sols et entravent la lutte contre la désertification. Ce constat pose et adresse les questions et problématiques de la préservation des ressources non substituables, des stratégies d'adaptation aux impacts du changement climatique, stress hydrique, que j'évoquais, sécheresse, inondation, désertification, migration, et de la valorisation des ressources renouvelables et substituables pour créer plus de richesses et d'emplois. J'en viens aux pistes de solutions que prône le Conseil économique. Mesdames et messieurs, conscient de cet état de fait, le Conseil a accordé depuis sa création une attention particulière à cette question. Son ambition, je dirais même son credo, est de contribuer à la préservation et à la valorisation d'un capital naturel protégé, valorisé de manière soutenable pour favoriser la croissance économique durable. Plus qu'une ambition, le Conseil s'est doté en pratique d'une commission permanente. Nous avons une commission permanente au sein du Conseil économique, une commission environnement et développement durable, qui est prévue par les textes législatifs et réglementaires et qui travaille en continu et spécifiquement sur ce sujet. Le Conseil a ainsi consacré plusieurs de ses rapports à cette problématique. Premièrement, un rapport intitulé L'économie verte au Maroc, opportunité de création de richesses et d'emplois, en 2012. L'économie bleue, pilier d'un nouveau modèle de développement du Maroc, en 2019. L'étude sur la contribution du Conseil économique, social et environnemental au nouveau modèle de développement, c'est une dernière parution du Conseil en 2020. Et je vous invite à vous remonter au site web du Conseil pour pouvoir, bien sûr, compulser ces rapports et ces avis. Les actions préconisées par le Conseil pour atteindre cette ambition peuvent s'articuler autour de 4 axes. Premièrement, préserver les ressources rares prioritaires, l'eau et l'énergie, en mettant en œuvre les actions suivantes. La mise en place d'un référentiel national de la comptabilité de l'eau qui reflète l'évo réel de l'eau par bassin hydraulique versant, ce qui permet d'assurer une solidarité régionale et sociale par un meilleur ciblage des subventions publiques du secteur et en optimisant les capacités d'autofinancement des régions. Deuxièmement, l'accélération du recours massif aux ressources hydriques non conventionnelles, notamment la généralisation du dessalement de l'eau de mer, pour les eaux côtières et la réutilisation des eaux usées et purées, pour l'irrigation par exemple des golfs et d'autres projets touristiques. Renforcer la régulation de l'exploitation des eaux souterraines et optimiser leur utilisation. Cela passe par la systématisation de la planification socio-économique et l'utilisation de ces ressources et le renforcement des capacités des utilisateurs locaux, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. Accélérer la mise en œuvre du plan gazier marocain pour augmenter la part du gaz naturel dans le mix énergétique et réduire celle du charbon, du gaz naturel, le gaz naturel étant plus propre que les autres sources d'énergie fossile. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, assurer une gouvernance. C'est-à-dire une gouvernance intégrée pour le mustadam et soutenable à long terme des ressources naturelles et des écosystèmes fragiles en planifiant des politiques publiques
pour prendre en considération le potentiel et les fragilités écologiques des régions, en accordant un rôle central à la préservation du couvert forestier et de la biodiversité et en systématisant les études d'impact énergétique et hydrique. Deuxième point, valorisation et protection des écosystèmes fragiles, comme le littoral, les oasis, la montagne, la forêt et les zones humides, en adoptant, en plus de l'action des pouvoirs publics, une démarche de gestion communautaire jamais intégrée. Troisième point, instaurer l'instrument de l'évaluation stratégique environnementale et sociale pour apprécier la durabilité et la résilience climatique des politiques publiques, des plans et programmes nationaux et régionaux, en dotant le pays d'une fiscalité environnementale et énergétique équitable et incitative à la préservation de l'environnement et à la rationalisation de la consommation des ressources hydriques et énergétiques. Troisième axe, l'avant-dernier, la mise en place des engagements internationaux du Maroc en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, par l'accélération de la mise en œuvre de programmes d'adaptation des changements climatiques relatifs aux secteurs jugés les plus vulnérables. Nous avons une dialectique atténuation-adaptation. Le Maroc, n'étant pas un grand émetteur, est plutôt dans une logique d'adaptation. Mise en place d'une budgétisation sensible au climat et d'un comité national de pilotage opérationnel pour la réalisation du plan national climat et la mise en cohérence des stratégies sectorielles avec les NDCs, ce sont les National Determined Contribution et le plan national d'adaptation. Et dernièrement, territorialisation de la gouvernance du développement durable en l'intégrant dans le cadre de la régionalisation avancée en formant les élus territoriaux à leurs nouvelles attributions conformément aux exigences de la loi cadre numéro 99. Dernier volet, faire de la valorisation des ressources naturelles un vrai pilier de développement inclusif et durable, en accélérant la mise en œuvre des politiques publiques respectueuses de l'environnement et créatrices d'emplois, tels que le plan solaire, le plan éolien intégré, le plan efficacité énergétique, le plan national d'assainissement liquide et le programme national des déchets ménagers. Le potentiel qui a été évalué de création d'emplois pour ces 4 programmes peut atteindre 84 000 postes à l'horizon 2020. Deuxième point, adoption d'une stratégie nationale de l'économie bleue durable et inclusive, adaptée aux vocations régionales et déployée autour des secteurs économiques traditionnels comme la pêche, le tourisme, les activités portuaires, tout en développant de nouveaux secteurs porteurs de fort potentiel de croissance, tels que l'aquaculture, l'écotourisme, les bioproduits marins, la biotechnologie, la construction navale, etc. Et puis, en dernier lieu, le développement d'un écosystème industriel dédié aux filières de l'économie verte sur la base des potentialités nationales et régionales qui devrait s'appuyer sur une mobilisation forte des financements verts offerts par les mécanismes financiers multilatéraux prévus dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, notamment le Fonds vert mondial pour le climat. Mesdames et messieurs, ce sont là quelques actions qui permettront de favoriser une croissance durable et améliorer le bien-être et le cadre de vie des citoyens à travers une valorisation responsable, durable et inclusive du capital naturel en vue de préserver les intérêts des générations futures. Je vous remercie pour votre attention. أشكر شكرا جزيلا أستاذ أمين للمجلس الذي قرأ رئيس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكما رأيتم فإن يصعب احيانا الاهتمام خصيصا بالمداخلات احيانا يزيد عليكم متعه الاستماع، لكن مجملا يمكن ان اقول بان هذه المداخله ركزت على 3 محاور اساسيه كبرى. المحور الاول هو بينات مدى دخول المغرب اندماج المغرب بالاتجاه مع تعهدات الدوليه في تعزيز المنظومه التشريعيه حرصا على الحفاظ على البيئة وعلى تعزيز التنمية المستدامة. هذه فكرة الثانية كانت بمثابة النقطة بالميول، بمثابة يعني تشخيص للوضع الذي تعيشه يعني البيئة في المغرب من خلال بعض الأمثلة أساسا تركز على المورد المائي وهو تعرفون بأنه الحياة مرتبطة بالماء، والمغرب يعني رغم يعني
يعني موجوده في المغرب، ولكنه بدا لاننا نعاني في السنوات الاخيره من قله الموارد الماليه، لماذا لا تستثمر بطريقه موشده وبطريقه معقده، وهو كما قال الى ظهور كثير من الاحتجاجات وكثير من المظاهرات احتجاجا على عدم وجود المياه في بعض المناطق. الملاحظه كذلك حول الغابه، يعني حول ازاله الغابه او انحسار المساحه الغابويه، نظرا للتدبير الذي تعرفه او الاستثمار التدبيري والمدبر التدبير في استثمار المغرب، مما يؤدي الى تراجع المساحات الخضراء. وفي الاخير يعني هو قدم راي وجهه نظر المجلس، خاصه انه يتكون على لجنه خاصه وهي تسمى لجنه البيئه والتنميه المستدامه، وقدم لنا تصورا شاملا ومتكاملا حول يعني استراتيجيه اللجنه، وهي تهم حقيقه استراتيجيه القطاعات وبين كثير من المشاكل التي تنكب عليها اللجنه، مثل الحكامه، عدم الحكامه، عدم وجود مثلا عدم وجود الحفاظ المنظم والمرشد على الموارد ثم هناك عدم وجود استراتيجيات قطاعيه، ثم دور يعني نعم عدم وجود عدم اتفاق او عدم تكامل الاستراتيجيات القطاعيه، وقدم بعض الحلول العمليه يعني التي يصعب عليها مقدمه نسبيتها، لان المداخله كانت كثيفه وكانت يعني مركزه. اشكر السيد رضا الشامي على هذه المداخله القيمه، واشكركم على حضوركم. لا اعرف ان تكون كيف محمد درويش، واعطي الكلمه لسي محمد درويش لينهي اشغال وفعاليه الندوه، شاكرا اياكم على حضوركم وعلى التزام شكرا لوسائل الاعلام التي واكبت هذا اللقاء الدولي الهام. نعرفكم اننا سنجري اللقاء تحيه خاصه على صدركم، على مجالاتكم، وباسمي الخاص وباسم السيد العميد مدرسه السيدات الشهداء الكرام، اقول لكم تحيه خاصه ليله سعيده وشكرا لمن ساهم في هذه الجوع من المجاهدين والمقاييس.